Très bien. Bonjour à tous. Rebonjour à beaucoup d'entre Bonjour. vous. Je vais juste dire quelques mots. C'est ensuite Laurent qui prend la main et qui a préparé ce webinaire avec l'équipe de la CGE, avec Tamim, voilà, donc je vais lui laisser la main, mais je voulais simplement dans le prolongement de l'Assemblée générale de ce matin, je retrouve pas mal de monde. À ce séminaire, nous sommes déjà 230, je crois qu'il y avait plus de 300 personnes inscrites. Donc c'est un beau succès. On a aussi en ligne un certain nombre de journalistes. J'ai 5 noms là. Donc, du Monde, de Business School, de l'Étudiant, des Échos, donc 4 pour l'instant. Ah oui, alors Laurent essaye de m'appeler. Est-ce que Laurent est en ligne? Oui. Alors, attendez, je vais décrocher. Voilà. Donc, c'est Laurent. Voilà, Laurent Champanet qui m'appelait parce qu'il avait une autre réunion, je crois, à CHSCT de son école et il est en train d'arriver, il nous rejoint au Zoom. Donc, comme vous le savez, ce webinaire aurait dû commencer par un échange avec Arnaud Fontanet. Donc, je ne sais pas si vous avez tous été prévenus. Donc, on a eu cette annulation de dernière minute pour cause d'actualité. Donc, on n'a pas pu échanger avec Arnaud Fontanet. En revanche, Laurent Chambaud, le directeur de l'EHESP, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est en Zoom? Pas encore. Oui, je suis là. Je suis là. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, il était prévu que tu interviennes un petit peu dans un moment d'échange après l'intervention d'Arnaud Fontanet. Mais je pense que tu as des choses intéressantes, à nous dire, peut-être en ouverture de ce webinaire, avant que Laurent prenne la main avec toutes les intervenantes pressenties à la table ronde. Je vois que Béatrice est en ligne, François. Bonjour Béatrice, bonjour François, Sophie Comereux, qui peut arriver, Franck Bournois, Nathalie Mésureux, Colline Serralta et Maëlle Darnis qui interviennent à la table ronde tout à l'heure. Donc Laurent, est-ce qu'on peut peut-être attendre une minute que Laurent Champanet arrive pour le coup? Alors, je voulais vous prévenir également, s'il n'y a évidemment pas d'opposition de quiconque, mais je ne pense pas que cette séance va être enregistrée. Voilà, Laurent en image, Laurent Chambaud. L'École des hautes études en santé publique, c'est pour préciser à tout le monde le pourquoi de l'interpellation de Laurent Chambaud. Je suis très mobilisée sur les questions de Covid. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas comment tu veux procéder. En fait, au départ, on s'était dit effectivement qu'après l'intervention d'Arnaud Fontanet du Conseil scientifique du président de la République pour les questions de Covid-19, il aurait été intéressant d'avoir une interaction avec la salle et notamment les personnes qui, dans nos écoles, sont les plus au fait de ces questions de santé et de gestion de la crise sanitaire. Cela étant, tu peux aussi intervenir quand bon te semblera et quand les moments d'échange seront ouverts lors de la table ronde. Donc, ce que je peux peut-être, il n'y a pas de souci. Ce que je peux peut-être proposer, mais c'est une vraiment très courte introduction parce que je ne veux surtout pas laisser penser que je pourrais remplacer Arnaud. Non, bien. Parce que là, vous allez être fortement déçus, donc je ne veux surtout pas créer cette déception. Non, je ne pense pas qu'on sera déçus. Mais peut-être juste à ce moment-là, introduire par quelques mots sur
à la fois la perception que nous, on peut avoir à l'École des hautes études en santé publique de cette crise, et peut-être aussi très rapidement introduire la table ronde par la nécessité d'avoir une approche la plus coordonnée possible dans la façon de gérer et de, je l'espère, à terme résoudre cette crise. Alors, je peux prendre 10 minutes si tu le souhaites pour, en introduction, et puis peut-être si c'est utile, j'interviendrai au cours de la table ronde. Alors, donc, nous sommes, nous, fortement concernés, bien entendu, par cette crise, à double titre. Nous sommes concernés parce que, d'une part, on est une école de santé publique, et donc cette crise qui a quand même des racines très fortes par une épidémie et une pandémie sanitaire, même si ça dépasse de loin ce cadre-là maintenant, elle concerne fortement une école de santé publique comme la nôtre. Mais nous sommes aussi concernés parce que, par ailleurs, nous formons des élèves fonctionnaires, et notamment les élèves fonctionnaires qui sont dans le système de soins. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes aussi très fortement présents sur la façon dont le système de soins peut répondre et ses limites pour répondre à la situation actuelle. Donc, nous avons un peu cette double valence qui est à la fois d'essayer de constater ce qui se passe avec cette pandémie, et par ailleurs les conséquences que ça peut avoir sur le système de soins. Peut-être 2 ou 3 points qui me semblent importants en introduction. Le premier est... Laurent, juste un moment, parce que Oui, j'arrive pas à faire retirer. Il y a un partage d'écran parasite là. oui, oui, Est-ce que qu'on je peut le vois faire aussi. J'ai envoyé des messages, mais voilà. Voilà. Merci. Merci. Excuse-moi, Laurent. Mais je Ben pense que non, mais au c'est bien contraire, pour parce tout que le monde. ça me perturbait aussi. Oui, bah oui. Donc merci beaucoup. Oui, donc sur peut-être 2 ou 3 points qui me semblent importants, mais encore une fois, il y aura probablement l'occasion d'y revenir globalement. Tout d'abord, nous sommes, nous, assez fortement liés avec un réseau européen, et même plus qu'européen, qui s'appelle l'ASPHER, l'Association des écoles de santé publique de la région européenne. Et dans ce contexte-là, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que c'est une pandémie. Donc elle affecte l'ensemble de la planète, et on voit bien que les médias sont très souvent à l'affût de quel est le pays qui s'en sort le mieux, quel est le pays pour lesquels ça ne va pas bien. Et je crois qu'on a un gros sujet entre nous, qui est d'abord de reconnaître que c'est une pandémie qui affecte de manière différente, mais l'ensemble de la planète, et que dans ce contexte-là, la réponse doit être une réponse planétaire. Et je pense que c'est un sujet assez fondamental, parce que même si on le voit bien, les scientifiques collaborent de façon assez forte, et la meilleure preuve, c'est quand même la vitesse pour concevoir un vaccin, qui est quand même une grande première. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez encore? Nous, on t'entend. Moi, je ne... Bon. Parce que je vois l'écran qui se modifie au fur et à mesure. Mais donc, s'il vous plaît, si vous ne m'entendez plus, faites-moi un signe. Donc, cette pandémie affecte l'ensemble de la planète, et la réponse doit être internationale. Et si je peux émettre un message, c'est nous devons faire collectivement attention à la manière dont sont traitées les données, et avec très souvent des données qui finalement sont relativement sorties de leur contexte. Et je crois que là, alors il y a un sujet qu'il va falloir qu'on regarde ensemble, c'est comment on peut arriver à avoir une culture de base, puisque toutes les personnes dans tous les pays ont découvert un certain nombre de mots, mais aussi ont découvert un certain nombre de disciplines, comme l'épidémiologie, la modélisation, etc. Mais je pense que c'est très mal
la représentation que ces chiffres ont est finalement passe très mal. Et avec très souvent des données que l'on donne en pâture à l'ensemble de la population et qui sont parfois, enfin, qui n'ont pas de sens si elles ne sont pas mises dans un contexte. C'est un peu la même chose pour les comparaisons des politiques que l'on met en place, puisqu'on a vu des pays qui, pendant la première vague, ont été cités comme exemple, mais après, on a vu que ces pays-là étaient rattrapés aussi par une épidémie dont la cinétique est encore extrêmement complexe à comprendre. Donc, c'est aussi un plaidoyer pour que nous puissions travailler sur des comparaisons de politiques, des comparaisons de systèmes qui soient sur des bases qui soient beaucoup plus objectives que ce que l'on a actuellement et qui nous permettent aussi de beaucoup mieux comprendre à la fois cette dynamique et cette cinétique du virus, mais aussi la façon dont sont mises en place les politiques de gestion et de contrôle. Et je crois que là, on a un gros sujet devant nous qui est d'essayer de mettre en place des modalités d'acquisition et d'analyse des données qui soient beaucoup plus solides que ce que l'on peut voir en ce moment. Ça, c'est peut-être un premier point sur lequel je souhaite insister. Et je me dis que la CGE, à travers tous les contacts qu'elle peut avoir au niveau européen et international, doit pouvoir aussi aider à ce qu'il y ait cette modalité d'acquisition de connaissances peut-être beaucoup plus solide. Le deuxième point, je pense que c'est probablement quelque chose sur lequel Arnaud Fontanet aurait beaucoup insisté, c'est il va falloir aussi travailler entre nous, je pense, la relation entre expertise et décision politique. Encore une fois, la France ne fait pas exception. Et si exception il y a, je pense que le rôle des conseils scientifiques en France est peut-être mieux entendu que dans certains autres pays. Mais on voit bien que le sujet agite énormément sur la façon dont on peut peut-être beaucoup mieux comprendre et sécuriser la relation entre expertise et décision politique. Et donc là, je ne voudrais surtout pas me mettre à la place ni d'Arnaud ni du conseil scientifique, mais je pense qu'à notre niveau, au niveau de structures comme les nôtres, c'est un sujet qui nous préoccupe de toute manière, mais cette crise vient mettre fortement de l'avant cette obligation de probablement beaucoup mieux comprendre ce qu'est le ressort de cette relation entre expertise et décision politique. Le troisième point sur lequel nous sommes, nous, beaucoup investis, mais je pense que ça peut être beaucoup plus large que ça. Alors, c'est vrai que l'épidémiologie a pris le devant de la scène dans la situation qui est la nôtre. Mais nous, on voit dans notre école, et je pense que là, il y a un lien à faire avec toutes les écoles membres de la CGE, on a besoin de travailler l'interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, elle est à la fois dans les sciences humaines et sociales pour mieux comprendre les ressorts de cette épidémie, mais elle est aussi dans les sciences de l'ingénieur pour essayer d'avoir des modèles, et je pense notamment à la fois aux modèles écologiques qui permettent de mieux comprendre la façon dont est née cette épidémie, mais aussi sur les modèles de la manière dont notre système peut répondre. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet important et sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on puisse plancher ensemble. Et je pense aussi, puisque c'est un sujet qui nous préoccupe, mais qui, je pense, préoccupe beaucoup de structures membres de la CGE, c'est les sciences de gestion et comment on peut activer les sciences de gestion dans un contexte comme celui-là où il faut réagir très rapidement sur des organisations. Et puis le dernier point, parce que j'ai dit que je n'étais pas long et je ne veux vraiment pas être long, le dernier point, c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité aussi pouvoir intervenir.
c'est pour... alors, ce n'est pas de la publicité parce que nous n'y gagnons rien, mais simplement pour vous dire qu'un des gros sujets que nous avons identifiés, c'est qu'aujourd'hui, en France comme dans tous les pays, la communication est extrêmement verticalisée. Et cette communication extrêmement verticalisée, à notre sens, a un effet néfaste sur la capacité des populations et des groupes de population, des communautés, à mieux comprendre les enjeux pour adopter les bonnes mesures, mais sur un mode de responsabilité, de ce qu'on appelle l'empowerment ou le pouvoir d'agir. Et dans ce contexte-là, nous avons à l'école, en lien avec les universités et les écoles rennaises, nous avons élaboré un module de formation en ligne pour devenir ambassadeur ou ambassadrice prévention Covid. Et c'est un module qui est à titre principal pour les étudiants ou les élèves de ces écoles, mais c'est aussi pour le personnel s'il y a besoin. Et c'est un module dont nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un certain nombre de personnes deviennent ambassadeurs dans chacune des structures pour qu'ils ou elles puissent communiquer pour mieux expliquer quels sont les enjeux actuels, à la fois ce qu'est le virus, mais aussi les enjeux du dépistage, maintenant les enjeux de la vaccination, et aussi acquérir un certain nombre de compétences sur la façon d'aller vers les personnes, c'est-à-dire de ne pas être stigmatisant, de ne pas être dans un rôle d'agent de police pour dire vous n'avez pas mis votre masque ou autre, mais simplement pour essayer d'entrer en débat et de mieux comprendre pourquoi parfois les jeunes ne prennent pas les mesures qui pourtant sont annoncées partout dans tous les lieux. Et donc là, on a mis en place ce module. C'est un module de formation qui est libre d'accès pour toutes les structures qui le souhaitent. Et c'est un module qui dure 1h20 et après qui est à votre disposition. C'est-à-dire c'est vous qui décidez de former des ambassadeurs et d'utiliser ces ambassadeurs au mieux possible pour permettre justement qu'il y ait cette acquisition collective des meilleures attitudes et comportements possibles par rapport à une épidémie de ce type-là. Et Laurent, excuse-moi, ce module, on peut tu peux via la CGE faire passer l'information à Hugues, qu'on puisse après reporter le lien vers l'ensemble des DG. Mettre le lien dans le chat directement. Alors, je ne sais pas, ça dépend quelle forme c'est. Bon. On peut essayer de faire ça. Alors, comme ça permettra. D'abord, c'est un module. Oui. Pour vous donner juste quelques éléments, c'est un module qui dure 1h20. Donc, c'est 1h20 de formation. À la fin de cette formation, alors il y a un petit quiz pour bien vérifier que les personnes ont bien acquis ces éléments-là. Et il y a une attestation qui est délivrée automatiquement. Et donc, la personne peut faire valoir son attestation. Le principe, c'est, nous, ce qu'on demande juste, c'est que les personnes signent une charte, qui est une charte, en fait, disant que c'est bien utilisé pour ces fonctions-là et que ce n'est pas dévoyé pour d'autres raisons. Et une fois que la charte est signée, on donne le lien sur la plateforme de l'école et tout le monde peut y avoir accès. Donc, ce que je fais, c'est que je vous enverrai la procédure. D'accord. Pour que vous puissiez l'envoyer à tout le monde. Voilà, en passant par Hugues Brunet, je pense que ce sera le mieux pour qu'on puisse diffuser l'information. OK. Merci beaucoup, Laurent. Peut-être qu'on va essayer de reprendre le cours normal de l'après-midi. Donc, par effectivement une table ronde qu'on a intitulée Les grandes écoles vers un nouveau paradigme. Avec une table qui n'est pas ronde et il n'y a pas de table du tout d'ailleurs entre nous. Donc je vais vous présenter les 7 intervenants de la table ronde qui vont nous permettre de couvrir des sujets un peu larges. Donc on a d'abord Béatrice Cayat, qui est la directrice générale de Campus France et qu'on remercie vivement de nous avoir rejoints pour nous parler mobilité étudiante.
François Bouchet, qui est le président de la commission vie étudiante de la CGE et qui est de manière principale le directeur général de l'école polytechnique. Bonjour François. Bonjour. Sophie Coméroc, qui préside, elle, la commission Grandes Écoles et Territoires, qui est l'une des dernières commissions qui a été créée à la CGE pour parler de l'interaction de nos écoles en local sur les territoires, et qui est directrice de Sigma Clermont-Ferrand. Bonjour Sophie. Franck Bournois, qui est le président de la commission formation et qui est directeur de SCP Europe. Bonjour Franck. Bonjour. Il est là. Nathalie Mesureux, qui est architecte et urbaniste en chef de l'État et qui dirige l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et qui est vice-présidente déléguée aussi du Césaire Aura. On a vu Nathalie ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'ai oublié de demander à Béatrice Cadet de dire bonjour pour qu'on la voie pour ceux qui se sont mis en mode plein écran. Bonjour Béatrice, est-ce que vous êtes là? À toutes et à tous. Merci. Voilà. D'avoir invité. Merci. Et puis, donc, on a demandé, comme on l'a dit ce matin, à 2 étudiants, qui sont des étudiantes d'ailleurs. Colline Serralta, qui est vice-présidente externe du Bureau national des étudiants en école de management. Donc, c'est cette association d'étudiants qui s'est créée très récemment. Bonjour Colline. Ah. Est-ce que Colline est là? Oui. Ouais, bonjour Colline. Et puis Maëlle Darnis, qui est vice-présidente en charge de la représentation du Bureau national des élèves ingénieurs. Bonjour Maëlle. Bonjour, bonjour. Voilà, Maëlle est là et donc du coup elle prend le point de vue des étudiants en accent chacune sur son champ école de management ou école d'ingénieur. Donc de nombreux sujets sur cette table ronde, comme je l'ai dit ce matin. On va commencer par ce qui est notre cœur métier, qui sont les questions de formation. On va parler de mobilité à l'international de nos étudiants, de questions de vie étudiante avec 2 points de vue. Le point de vue de comment est-ce qu'on inclut de plus en plus les étudiants dans nos activités et qu'est-ce que la crise a changé. Et puis, du point de vue des étudiants aussi, comment est-ce que nos étudiants organisent leur vie étudiante sur nos campus. Et puis des questions pour terminer, des questions, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, donc on pourra peut-être aller un peu plus vite cet après-midi, des questions qui sont liées à l'usage de nos campus dans ce monde de plus en plus virtuel, et puis des questions qui sont liées aux interactions de nos écoles avec leur environnement en local, avec leur territoire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, chacun de nos étudiants est un peu spécialiste d'un de ces domaines, donc c'est lui qui va parler en premier, mais je vais demander aux autres de compléter si besoin. Donc, en commençant par la formation. Donc, Franck, est-ce que tu peux faire un petit rappel de la situation et puis nous dire, toi qui sais tout en termes de formation, qu'est-ce qui va changer concrètement dans nos façons de former nos étudiants et qu'est-ce qui va rester de cette situation que nous sommes en train de vivre? Laurent et Franck, juste une toute petite interruption, Ouais. excusez-moi, pour préciser le propos que j'ai tenu tout à l'heure parce que j'ai parlé des journalistes qui étaient déjà là. Je voudrais juste redonner leur nom. Donc, on a Éric Nunes du Monde, Maximilien Arangui de Business School, Clément Rocher de l'Étudiant, mais on a aussi Marie-Christine Corbier des Échos, Marie-Amélie Lombard de l'Opinion et Olivier Rollo de l'Essentiel du SUP. Merci à eux d'être présents. Super, bonjour à vous tous. Merci, ravi de vous savoir autour de la table ronde, vous aussi, puisque c'est effectivement une table virtuelle, donc tout le monde est autour de la table. Bonjour. Franck, je te passe la parole. Alors, Franck a fait quelques slides. Alors, je sais, on ne t'entend pas, Franck, je ne sais pas si tu parles. Franck. Vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Ouais. Super. Bon, oui, j'ai préparé quelques slides pour être concis et que je partage volontiers. J'espère que l'écran se partage au moment où je parle. On le voit. Évidemment, ce que je voulais avant tout partager avec vous et ce que les collègues ont fait remonter, ce sont à la fois des leçons apprises. J'ai bien aimé ce que disait Laurent tout à l'heure, Laurent Chambaud, donc sur les leçons et la gestion d'une telle crise.
et puis aussi évoquer quelques sources de fierté telles que l'ont évoqué dans la commission formation les responsables des différents groupes de travail qui ont été vraiment à la manœuvre tout au long. Bon, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu un important travail, on parle parfois de transformation, parce qu'il y a eu à la fois une énergie considérable, une refonte de la formation. La pandémie n'est pas qu'une pandémie météorite dans la vie de nos écoles, mais c'est aussi une pandémie qui fait revoir complètement la façon de penser nos différentes disciplines dans tous les domaines. Et je sais que tout à l'heure, on parlera des écoles d'architecture en particulier. La transformation numérique n'a pas encore révélé tous les changements qui vont peut-être mettre plusieurs années à opérer. Et puis aussi des transactions nouvelles qu'on n'imaginait pas, c'est-à-dire des revues de processus dans nos écoles, des nouveaux rapports entre le corps professoral et les administratifs. Et puis, comme je l'ai écrit ici, les remontées de groupes de travail évoquent l'épuisement aussi des équipes, il faut le dire, des besoins d'innovation et des réalisations innovantes incroyables. La locomotive que constitue la formation continue, qui a dans certains cas continué avec les entreprises, et puis la nécessité aussi d'articuler tout cela avec des modalités pédagogiques. Dans de nombreuses écoles ont été nommées ou sont apparus des collègues chargés de l'innovation pédagogique avec les formes hybrides, synchrones, asynchrones, que l'on connaît bien. Aussi, je vous fais remonter ici avec quelques verbatims choisis ce que j'ai demandé aux collègues responsables des groupes de travail de nommer. Qu'est-ce que finalement vous voyez comme grands éléments de fierté au sein de nos écoles et encore les interrogations qui demeurent? On le voit, le numérique tient une place toute particulière et puis cette notion de réactivité, d'adaptation, de continuité, des trésors d'implication qu'on n'imaginait pas dans les écoles, la capacité en quelques semaines de garantir la continuité pédagogique et puis aussi des interrogations qui demeurent. Et je crois que nos écoles devront apporter des réponses. Comment passer d'une pédagogie d'urgence à une stratégie cohérente de long terme? Je crois que ce verbatim montre bien que ce qui a pu être satisfaisant à un moment, ce qui l'est encore ne le sera plus dans quelques mois et ne durera pas sur l'ensemble de la décennie. Et puis aussi comment capitaliser, et pour certaines écoles, peut-être plus celles qui sont exposées à la ressource financière publique, l'impact de la crise sur les modèles économiques. Vous dire également qu'il y a eu des avancées et des innovations importantes. Le vocabulaire a changé, des nouveaux concepts sont apparus. C'est très net, je n'ai pas le temps, mais il est sorti, pour ceux que cela intéresse, le rapport des universités européennes très bien fait sur le bilan de cette crise. On y voit un certain nombre de choses, d'une mobilisation accrue entre enseignants et élèves, des assiduités extrêmement fortes, des coopérations inter-établissements qui n'existaient pas, qui ont surgi, pas simplement au niveau disciplinaire, mais aussi au niveau des régions et des territoires. Et paradoxalement, alors que la mobilité n'était plus possible, aussi des renforcements de l'international avec des notions comme celle de mobilité virtuelle. Je ne sais pas si Béatrice, tout à l'heure, nous en parlera, mais je crois que c'est quelque chose de très important. Des projets aussi et des progrès à réaliser en matière d'assurance qualité, de précision des objectifs pédagogiques, des choses qui étaient déjà un petit peu sur le terrain, qui n'avaient pas été abouties, et puis aussi la nécessité de former les enseignants et les élèves à des modalités et des modèles pédagogiques différents. Pour terminer, lorsqu'on regarde, il y a eu des facteurs d'accélération évidents, ce sont des leçons qui se tirent. Il y a aussi des freins qui ont été largement identifiés en matière de bonnes pratiques à mettre en place. Les facteurs d'accélération, c'est lorsque l'établissement a une stratégie dédiée, lorsque l'établissement prend le temps de formuler et de formaliser tout cela, la mobilisation de la communauté en interne, le fait d'avoir pu quand même investir dans des équipements nouveaux,
à l'opposé, il y a des retardements qui peuvent être liés à des manques de financement, manque de stratégie, manque de moyens humains, et puis des bonnes pratiques à diffuser, des pratiques qui existent et qui peuvent être diffusées entre les équipes de direction, et puis aussi en termes de développement personnel des collègues. Voilà. Je remercie au passage quelques-uns de ceux qui, dans le cadre de la commission formation, ont pu donc fournir les verbatims de tout à l'heure, et terminer aussi en signalant aux collègues et amis de la CGE que la commission formation a mis sur pied, lance une enquête vaste auprès des enseignants et des acteurs aussi étudiants de nos écoles, de manière à faire de la prospective à l'horizon de 2030. Qu'est-ce que seront les formations et les pédagogies telles qu'on peut les imaginer en tout début de décennie, et qu'est-ce que sera le monde de nos écoles à l'horizon 2030. Je remercie beaucoup aussi Brunet et Imen Sohi pour contribuer activement au lancement de cette étude, et je souhaite que tous les collègues qui ont aussi la curiosité de se dire quelle sera la formation et la pédagogie de demain, je les encourage à aussi stimuler les collaborateurs dans les écoles pour répondre à cette enquête qui va être lancée dans les semaines qui viennent. Voilà, monsieur Laurent. Merci Franck. Je pense que ça appellera quelques questions sur lesquelles on passera tout à l'heure. Mais comme tu as effectivement introduit le sujet de la mobilité internationale, et qui effectivement c'est un élément fort de nos cursus en grandes écoles, hein, qui a été quand même particulièrement mis à mal par la pandémie et par la limitation de nos possibilités de mobilité à travers le monde. Donc, Béatrice Kaya, est-ce que vous pouvez nous faire un avant, pendant, après, c'est-à-dire quels étaient les chiffres de mobilité internationale relevés par Campus France pour nos écoles en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Et puis, comment est-ce que vous avez, vous, avec nous, essayé d'accompagner les choses? Et puis, qu'est-ce que vous voyez venir pour l'avenir, pour cette fin d'année et pour 2021? Merci, merci Laurent. Bonjour Anne-Lucie, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, c'est une année compliquée en termes d'international, mais je pense qu'un des points importants, c'est de voir une mobilité commune, que ce soit le gouvernement, les écoles, les conférences d'établissement, les ministères, et évidemment Campus France. On a tous travaillé ensemble pour limiter les dégâts. Alors, très rapidement, comme vous disiez Laurent, d'abord, on sait que les écoles, par exemple de commerce, qui sont tout en haut des classements mondiaux, hein, étaient aussi donc fortement internationalisées, c'est-à-dire que plus on était en haut, plus on était internationalisé, et donc plus il était compliqué il a fallu absolument réagir à cette pandémie. Quelques chiffres, on sait qu'en tous les cas, pour les écoles de commerce, les effectifs d'étudiants étrangers avaient doublé donc, entre 2014 et 2019, avec une forte croissance des étudiants en provenance d'Asie, hein, donc surtout de Chine et d'Inde, et un début de croissance des étudiants en provenance d'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, donc là, une forte croissance, donc entre 2014 et 2019, mais plus faible que celle des écoles de commerce, donc plus 22% d'étudiants internationaux, avec le Maroc surtout comme source d'étudiants arrivant en France dans les écoles d'ingénieurs. Un étudiant sur 5 est marocain dans les écoles d'ingénieurs. Et puis une dynamique marquée par la hausse des étudiants en provenance d'Afrique. Alors, comme je l'ai dit, hein, ce qui nous a vraiment sauvés en France, et ce n'était pas du tout le cas, tous les pays n'ont pas eu la même réaction que la France, puisque plusieurs pays se sont fermés, plusieurs pays ont fermé leurs frontières aux étudiants internationaux. La France, avec la circulaire du Premier ministre du 15 août, a fait des étudiants internationaux une exception. On a réouvert les consulats pour qu'ils puissent avoir leur visa. Et donc, c'était vraiment une marque forte pour montrer qu'on voulait des étudiants internationaux. Avant, on avait fait beaucoup de communication. J'ai fait moi-même des films, notamment avec
Alice Guillon, donc, pour les écoles, pour dire aux étudiants internationaux, venez, on vous attend. On était passé, on a mis en place un catalogue des formations à distance, donc très vu, qui recense aujourd'hui plus de 700 formations, très vu à l'international, 700 formations à distance. Et puis, bon, on a continué à faire de la promotion, de grandes campagnes de communication basées sur les alumni. Et également, on a mis en valeur sur Études en France tout ce qui était label. Donc, le label Bienvenue en France, il y a 200 établissements qui sont engagés dans cette labellisation des politiques d'accueil des étudiants internationaux. Donc, en fait, tout ça, ça visait pour la rentrée à éviter une année blanche. Et je pense qu'on a réussi, puisque finalement, on n'a eu que moins 25% d'étudiants internationaux en moins. Il y a eu 70 000 visas délivrés, hein, bien sûr, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et ce qu'on constatait, c'était, là du coup, avec les chiffres qui nous ont été donnés, qu'on voit sur Études en France, moins 50% d'étudiants venant d'Asie, moins 50% d'étudiants venant d'Amérique, une forte croissance des étudiants venant d'Afrique, plus 10%, et une croissance également des étudiants venant d'Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ça, c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir les chiffres sur la plateforme Études en France. Donc, à date, au 18 janvier, si on se compare à l'année dernière, il y a une croissance donc, des étudiants, des candidatures déposées et finalisées de 20%. Donc, ça, c'est très encourageant. Il y a 80 000 dossiers déposés, finalisés aujourd'hui. Et ce qu'on constate, ce qui est intéressant, c'est que 36%, il y a une croissance des dossiers déposés en provenance d'Amérique, donc c'est un peu encourageant, et toujours 32% des étudiants venant d'Afrique. Une petite baisse pour le Maroc et l'Algérie, et puis toujours une baisse sur l'Asie. Donc, c'est évidemment compliqué pour le recrutement des écoles de commerce qui, je pense, on va continuer à se tourner vers l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Liban, forte hausse des pays des étudiants en provenance du Liban. Et puis, je pense qu'il va falloir voir ce qu'on va faire, parce que cette année, on pensait vraiment qu'il viendrait en septembre. On s'est battu pour que les étudiants internationaux viennent en septembre, mais on se disait, on fera les échanges et la mobilité internationale à partir de janvier. Sauf qu'il n'y a pas d'échange à partir de janvier. Et ça, c'est quand même un point compliqué. Il n'y a pas d'échange Erasmus, mais il n'y a pas non plus de mobilité. Donc, moi, je ne peux que constater que je pense que la plupart des échanges vont être reportés parce qu'une mobilité virtuelle, c'est quand même compliqué, et c'est aussi compliqué pour des étudiants internationaux qui viennent en France, et c'est évidemment pas ce qu'on attendait. Donc, comme je le disais, hein, la bonne nouvelle, c'est que les étudiants continuent à vouloir venir en France. La circulaire du Premier ministre, en tous les cas, les décrets d'octobre continuent de faire des étudiants internationaux une exception. Ils peuvent donc venir en France tout en respectant un protocole sanitaire renforcé, hein, y compris pour les étudiants en provenance d'Europe, hein, mais ça, voilà. Mais c'est une bonne chose. Donc, non, les questions qu'on se pose, c'est quelle est la place de l'enseignement à distance, comment l'améliorer. Je pense que c'est une place qui va forcément prendre de la place, mais qui pourra peut-être s'adresser aussi à d'autres publics internationaux, notamment tout ce qui est formation continue. Je pense que ça va favoriser les écoles qui ont une marque reconnue dans le monde, puisque la valeur du diplôme sera plus simple quand on a un diplôme qui est une marque. Et donc, les classements vont peut-être prendre également de l'importance. Maintenant, tout ce qui est de la mobilité, je pense que... c'est personnel, hein, mais la mobilité virtuelle, c'est peut-être un début, mais ça ne peut pas être une fin. Voilà, donc travaillons ensemble. Continuons à nous mobiliser. Évidemment, on n'est pas passé au virtuel pour tout, hein, y compris, bien sûr, campagne de communication depuis longtemps, mais salon virtuel. Donc, on est tous en train d'apprendre. Les étudiants, pour l'instant, suivent, les établissements suivent.
on ne sait pas effectivement si on voit bientôt le bout du tunnel avec le vaccin, etc., c'est bien. Est-ce qu'il n'y aura pas une lassitude aussi des étudiants internationaux? On ne sait pas. Quel est aussi le poids de la crise économique dans le monde, si jamais il y en a une? Finalement, peut-être que ça coûtera moins cher de faire aussi des études à distance. Donc, tout ça sera intéressant. On sait qu'on a toujours les problèmes aussi, enfin, à distance, dans tout ce qui est à distance. On va continuer, je pense, cette année, on va devoir continuer à avoir des concours à distance ou dans les pays, puisque apparemment, ça va être compliqué pour certains pays de faire venir les étudiants juste pour les concours. Mais voilà, on est tous sur une attractivité renforcée et faire venir des étudiants internationaux. Donc, travaillons tous ensemble pour voir au fur et à mesure comment réagir à la crise qui évolue énormément. D'accord, donc la situation n'est pas catastrophique, mais il faut qu'on maintienne la pression et qu'on soit à l'action dans tous les sens partout, quoi. Voilà. Surtout que je pense, surtout on est quand même le seul pays qui a fait tout ça. Ça, je pense qu'il faut qu'on le note. Plein de pays se sont complètement fermés. Certains pays ne voulaient plus d'étudiants internationaux. La Grande-Bretagne est en crise, enfin, pas en crise, mais avec le Brexit, ça ne va pas être simple. Donc, la France a une carte à jouer. Même les Allemands n'ont pas ouvert leurs frontières. Oui, mais il faut qu'on la joue tout de suite, quoi. Faut qu'on continue à la jouer et qu'on suive aussi ce qu'on peut faire dans tout ce qui est enseignement à distance. C'est-à-dire comment est-ce que ça va marcher? Est-ce que les étudiants vont s'inscrire à distance, même sans venir du tout? Je ne sais pas. Ce serait intéressant d'avoir vos remontées à vous. Et c'est peut-être une question qui sort du champ de Campus France, sur la question de la mobilité sortante. Est-ce qu'ont fait les jeunes Français? On a des éléments? Alors, nous, on a eu ça aux rencontres. Donc, on a vu aux rencontres Campus France, selon donc, la directrice, et puis on a eu encore des échanges récemment. Là, les échanges Erasmus sont arrêtés au deuxième semestre. À partir de janvier, il n'y a pratiquement pas d'échange de ce que j'ai entendu. Très fortement impacté. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, nos étudiants qui devaient partir ont repoussé, et puis, à force, de toute façon, on a mis des dérogations sur la validation de nos diplômes, donc on va avoir quand même... moi, j'ai senti plus de frilosité des Français à partir à l'étranger que l'inverse, quoi. C'est-à-dire, ça dépend de l'inverse, parce qu'aujourd'hui, les étudiants qui viennent d'Afrique et du Maghreb. On revoit un départ qui est encourageant d'Amérique. Alors, c'est des petits chiffres, donc on ne sait pas, on est au 18 janvier, c'est sur la plateforme études en France, mais quand même 80 000 dossiers à peu près, c'est ce qui est bien. Donc, une croissance qui vient d'Amérique. Moi, je pense que le gros point aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la Chine et l'Inde, qui sont de gros pourvoyeurs, mais pas un espoir, mais une forte volonté quand même des étudiants africains. Ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup Béatrice. Puisqu'on a beaucoup parlé d'étudiants, on va passer au sujet vie étudiante. Nos grandes écoles ont quand même la particularité d'essayer de faire que la vie étudiante occupe une place fondamentale dans la formation de nos élèves et dans leur préparation à l'insertion professionnelle. Donc, François Bouchet, est-ce que tu peux nous parler de l'impact de la crise et de ces différents confinements sur la place des étudiants dans nos écoles et à savoir, est-ce que les écoles ont réussi à garder le contact avec leurs étudiants? D'accord, merci Laurent. Donc peut-être déjà en préambule rappeler quand même l'importance de la vie étudiante. C'est un facteur assez décisif du choix des études de nos jeunes. Les étudiants ne viennent plus en fait dans nos établissements seulement pour accumuler des connaissances, ils viennent aussi pour vivre une expérience. Les activités associatives, sportives, culturelles qui peuvent être proposées sur un campus y contribuent largement. C'est pour bien relativiser l'impact que peut avoir en fait une crise sanitaire comme celle que nous vivons depuis bientôt 1 an. Alors au niveau des différents confinements, on peut quand même constater une différence entre le premier confinement de mars à mai et puis celui qui a été déclenché en novembre. Entre mars et mai, en fait, le premier confinement était très strict. Il a quelque part pris tout le monde de court. Il a fallu se reconfigurer dans nos établissements très rapidement, notamment pour libérer les résidences étudiantes, organiser les cours en distanciel, comme ça a été évoqué. Les étudiants donc, ont vu en fait leur projet remis en question, alors leur projet académique avec des impacts forts, notamment sur les stages, sur les mobilités internationales, mais aussi sur la vie étudiante.
qui a été donc fortement impacté avec de nombreux projets qui ont été reportés et annulés. En fait, l'espoir est revenu avec la rentrée, donc fin août, début septembre. Et en fait, lors du second confinement, la situation était différente, avec de fortes présences sur les campus, une reprise qui s'était faite sous contraintes sanitaires, avec des protocoles qui avaient été mis en place pour permettre donc une reprise également des activités associatives, de la pratique sportive. Et tout cela a été de nouveau remis en cause. En fait, les espoirs des premiers jours de rentrée ont ainsi été balayés. Donc, concrètement, la perception qui a pu être évaluée d'ailleurs au travers d'une enquête menée par la commission vie étudiante a montré qu'il y a eu quand même des points positifs, notamment c'est que avec le retour sur le campus, il y a eu un accès qui a été maintenu, même pendant donc le second confinement. Il y a eu des services qui ont pu être quand même préservés. Les étudiants étaient plus présents sur leur lieu de résidence étudiante, ça c'est des points positifs. Et puis aussi en termes pédagogiques, ils avaient quand même commencé à prendre une habitude avec les cours en distanciel. En revanche, il y a eu quand même pas mal de points négatifs. Déjà, on peut constater qu'il y a eu un effet de lassitude, beaucoup plus de fatigue, de stress, d'anxiété, également vis-à-vis de l'avenir, des perspectives qui pouvaient s'offrir à nos jeunes. Un décrochage plus important, surtout chez les primo-entrants, qui n'avaient pas eu vraiment en fait, l'expérience d'une vie de campus nominale, on va dire. Une frustration d'ailleurs de ne pas pouvoir profiter de sa vie étudiante, avec l'impression qu'on leur vole un peu une partie de leur jeunesse. Un mécontentement qui d'ailleurs est renforcé par l'impression d'être stigmatisé comme étant responsable de la propagation du virus, ce qui n'était pas tout à fait faux lorsqu'on voit qu'il y a eu certaines soirées qui étaient plutôt clandestines, qui étaient quand même des vecteurs de propagation importants. On a aussi une vie associative qui a été de fait très compliquée, notamment pour tout ce qui était campagne de bureau des élèves, passation des clubs et des associations, mais également recrutement dans ces associations. Comment faire vivre en fait des associations qui sont de plus en plus virtuelles. Donc tout ça a été quand même un constat très fort. Alors bien sûr, les écoles et les directions ne sont pas restées les bras croisés, on a gardé le lien. Il y a eu des renforcements de contacts directs avec une application très forte et très remarquable des étudiants relais. Alors c'était à la fois des délégués, des représentants du bureau des élèves, des associations, une implication des directions générales dans la communication interne, également le soutien matériel et financier pour les étudiants, notamment les internationaux qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Ça s'est fait au travers également de commissions d'aide financière, de recours à la CEVEC, donc cotisation vie étudiante campus, contribution vie étudiante campus, avec par exemple des équipements informatiques, d'autres services individualisés. Tout ça, je pense, a été totalement apprécié. Bien sûr, on a adapté nos cursus, les dates de rentrée, les offres de stage. On a essayé de trouver des solutions, des plans B pour ceux qui avaient des stages, notamment à l'international. Tout ça pour garantir quand même un déroulement dans les meilleures conditions possibles. Et la vie étudiante en a aussi bénéficié. Alors, certains dispositifs, plus particulièrement appréciés de nos étudiants, que je souhaite quand même vous signaler, des plateformes qui ont été mises en place, notamment dédiées au bien-être, avec accès direct à des activités ludiques, à de la sophrologie. Il y a eu des événements qui ont été proposés par des écoles, par des associations, des chats et autres. Un suivi individualisé d'étudiants, notamment les plus fragiles, avec recours à des cellules de suivi psychologique et médical. Donc, certains services existent déjà dans nos écoles. Ils ont souvent été renforcés. Il y a eu la possibilité de faire des consultations à distance ou en présentiel. Des informations, bien sûr, régulières. C'était très important pour garder le lien avec ceux qui, justement, avaient quitté le campus et pouvaient se sentir isolés. Donc, c'est à la fois de la messagerie, beaucoup de messages de la direction générale, des newsletters aussi hebdomadaires très, très appréciés, et bien sûr, donc, tous les dispositifs d'aide très concrètes, et notamment les aides financières. Alors, dans certains cas, je dirais, l'accompagnement, il s'est même quasiment transformé en coaching assez poussé. Et donc, on a des exemples dans certaines écoles où il y a eu vraiment un accompagnement individualisé de la direction. Je citerai aussi des actions de soutien en fait, à la vie des associations, donc notamment la mise en place de formations, de sensibilisation, alors tout ce qui était autour des gestes barrières, pour maintenir les événements autant que possible en présentiel, la garantie pour des aspects financiers, garantie de versement des subventions aux associations, mise en place de plateformes, j'en ai parlé, de chaînes streaming,
des dispositifs pour donner plus de visibilité aux associations dans cette période compliquée où il fallait quand même qu'ils puissent recruter des successeurs et mettre en place aussi des projets en ligne. Alors cependant, les événements en ligne, hein, je vais rebondir un peu sur la remarque qui a été faite. Est-ce qu'on prépare un nouveau mode de fonctionnement de nos écoles? Il faut quand même rester très réaliste. Hein. Les événements en ligne restent compliqués à réaliser. Il y a aussi une lassitude des écrans pour nos étudiants hein, qui sont en cours du matin au soir déjà sur leur écran. Pas d'événements en présentiel, c'est une grosse frustration. Il n'y a pas eu de week-end d'intégration, il n'y a pas eu de campagne, il n'y aura pas de gala. Tout ça, c'est compliqué pour faire exister les associations et aussi, quelque part, garder une certaine expertise. Hein. Les responsables ont perdu leurs repères et auront du mal justement à transmettre dans de bonnes conditions les habitudes. Enfin, garder à l'esprit, je pense que nos jeunes attendent vraiment qu'on les responsabilise, qu'on arrête de, quelque part, les infantiliser en leur disant, voilà, il faut faire comme ci et pas comme ça. Et donc, on leur laisse aussi la possibilité de se reconfigurer. Donc, moi, je donne un exemple. Hein, quand on fait une campagne BDE totalement virtuelle, eh bien, il y a aussi des satisfecit parce que les élèves en charge ont dû, bien sûr, inventer un nouveau mode de communication, de nouvelles activités. Et tout ça, ça a été aussi apprécié par leurs camarades. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le constat et l'implication des directions de nos écoles. Merci François, Colline et Maëlle, dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? C'est-à-dire comment est-ce que vous avez fait fonctionner les organisations étudiantes, les BDE? Et est-ce que vous êtes inquiète? Parce que je sais que c'est des questions qui sont remontées par certains DG ou certains étudiants qui peuvent se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura vraiment une transmission des façons de faire des associations étudiantes? Et donc, est-ce qu'il y aura une vie étudiante aussi bien organisée à la rentrée 2021? Je me lance, Colline. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu vraiment pas mal de difficultés. Sur le court terme, on arrive un peu à se rendre compte des difficultés qui existent auprès des associations et en particulier effectivement des bureaux des élèves ou ceux qui font des événements sur l'intégration, parce que comme ça a été très bien dit, c'est aussi, pour la vie associative qu'on choisit les écoles. Il y a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Il y a eu donc effectivement l'annulation des événements, ça engendre une perte de motivation qui au final est vraiment nécessaire pour les associations parce que c'est du bénévolat, c'est un engagement. C'est-à-dire que la seule chose qui nous motive, c'est aussi la motivation de l'équipe et c'est aussi de voir qu'on est capable de construire des choses avec des camarades. Donc c'est sûr que la mise en place du distanciel, ça a annulé les événements, mais ça a aussi annulé toutes les manières de travailler au sein de l'association. Et c'est ce genre de choses qu'on n'arrive pas à trouver une solution à l'heure actuelle et on est encore dans de l'adaptation, mais on n'est pas encore dans du renouveau et trouver une solution qui puisse être pérenne. Il y a eu aussi, donc effectivement, pour certains, des risques financiers qui, dans certaines écoles, ont pu être aidés par des administrations. Ce n'est pas forcément le cas non plus de partout parce que les relations ne sont pas toujours abouties pour toutes les écoles, c'est vrai. Les questions de renouvellement, de recrutement, c'est quelque chose qui inquiète parce qu'il faut savoir aussi que nous, les mandats associatifs, généralement, sont très courts, ils durent 1 an. Donc, c'est-à-dire que là, même les personnes l'association qui a commencé un mandat en mars, va bientôt faire 1 an qu'il est sur une période confinée, sur une période où il faut faire des événements qui respectent la distanciation sociale, etc. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir presque une année à blanc sur certains événements. Et donc, comment on arrive à transmettre les compétences, les connaissances que doivent avoir les associations parce que la transmission se fait généralement d'une année sur l'autre par la passation. Donc là, on est plus dans une crainte sur comment réussir à trouver des repères, à garder des repères sur comment faire tourner l'association, qui contacter, quelle professionnalisation on peut avoir parce qu'on est toujours en train de naviguer un peu les yeux fermés. Et c'est là où, en fait, même nous, on a beau, en tant qu'association nationale, on a beau vouloir faire des guides, faire des enquêtes, des propositions, soutenir au maximum, appeler les associations, on n'arrive pas à avoir une vision sur quels impacts ça peut avoir sur le long terme, d'avoir en fait un trou de 1 an, 2 ans dans la vie associative d'une école, parce que c'est beaucoup plus long de reconstruire quelque chose quand on n'arrive pas à avoir ces repères
ces repères de base. Et donc, c'est là où il y aura beaucoup de difficultés à anticiper sur la survie des assos. Et c'est là où, effectivement, il y a peut-être un rôle à jouer en tant qu'école, c'est de réussir à suivre énormément cette association. Et au-delà d'une aide financière qu'on peut donner pour effectivement résoudre les problèmes sur du court terme, c'est réussir à repermettre aux associations à minima de pouvoir s'organiser, se réorganiser. Donc ça veut dire peut-être leur permettre de se retrouver, de travailler ensemble parce que on n'arrive pas encore à s'adapter à cette nouvelle manière de travailler. Et donc la motivation elle ne suit pas pour après pouvoir motiver aussi tous les étudiants de l'école à participer à nos événements, à vouloir venir rencontrer les gens, parce qu'effectivement, comme ça a été très bien dit, la lassitude du distanciel et la lassitude de la visioconférence, elle existe, et on ne se remet pas derrière un écran quand on a passé la journée derrière un écran. Donc, c'est tout un peu un cercle vicieux à réussir à enlever, en fait, à trouver des solutions qui soient plus du renouveau que de l'adaptation. Si Colline, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, je te rejoins sur ce que tu disais. C'est vrai que je pense qu'on a aussi vu quand même des capacités d'adaptation qui étaient assez impressionnantes de la part des associations. Pour beaucoup, elles ont un cœur d'activité, notamment événementiel, qui a totalement disparu. Et ils ont quand même fait des choses. Il y a eu une reconcentration de beaucoup d'associations sur l'intégration, notamment l'intégration des primo-entrants, comment leur faire découvrir la vie étudiante, comment faire en sorte qu'ils se rencontrent entre eux, puisque la plupart avaient quand même déménagé, donc étaient partis sur des campus en arrivant en septembre en espérant pouvoir reprendre les cours. Comment faire vivre ces étudiants-là. Donc il y a eu une énorme adaptation de ce côté-là qui a été très bien accueillie de la part des étudiants, mais aussi de la part des administrations avec lesquelles effectivement il y a eu un lien particulier pendant cette période de Covid. Et donc, sur la période qui, on espère, arrivera assez vite de fin du Covid, la grande question qui se pose, c'est celle déjà des passations, puisqu'effectivement, on va devoir faire des passations de compétences qu'on n'a pas eu l'occasion de développer pendant notre mandat. Ça va amener, donc, on sait que les administrations vont beaucoup plus nous accompagner que c'était le cas les années d'avant, puisqu'ils savent effectivement le trou dont tu parlais, Maëlle, qu'il y a eu. Mais en même temps, ces compétences qu'on a pu développer au niveau du distanciel, au niveau de notre capacité d'intégration des nouveaux, comment faire pour concilier les deux, ne pas perdre ce qu'on a pu développer, mais en même temps pouvoir redévelopper ce qu'on avait avant, ces événements qui demandent aussi énormément de travail. Hein. On a quand même un temps de travail derrière des étudiants en association, où voilà, l'objectif, je pense, c'est de ne pas perdre ce qu'on a développé, d'avoir des passations qui sont quand même de qualité et qui permettent aux prochains mandats, aux prochaines générations d'associations de pouvoir continuer à développer des choses. Et je pense que dans toutes ces passations, il y a vraiment une appréhension de la part de professionnalisation, puisque les associations vont avoir beaucoup plus que les années d'avant. Mais c'est vrai que ce qui fait l'importance des associations dans nos filières, c'est leur autonomie, les responsabilités réelles qu'on a quand on prend des responsabilités en association, qui font partie intégrante des compétences qu'on développe au fur et à mesure de notre cursus, comme vous le disiez tout à l'heure. Et est-ce que ce besoin d'accompagnement-là ne risque pas finalement de découler dans un laisser-aller où on perdrait aussi ce côté très professionnalisant des associations? Je pense que c'est important de souligner que cet accompagnement, il doit rester ponctuel pour qu'ensuite les associations puissent reprendre toute leur autonomie et que ces cursus-là d'association puissent garder tout leur aspect professionnalisant qui était vraiment important. Un autre aspect à souligner, je pense, pendant cette période, ça a été la capacité des étudiants à se mobiliser sur des sujets particuliers, puisque c'est vrai qu'il y a une relation qui s'est développée avec les administrations. Et nous, on a remarqué, notamment par la création du BNEM, effectivement, que les étudiants sont très volontaires pour s'engager sur les sujets qui sont ceux des écoles, les sujets actuels. Là où avant, peut-être, on était des étudiants, on venait dans une école et on suivait un cursus, on a l'impression que les étudiants sont vraiment maintenant volontaires pour faire partie intégrante de l'école et construire l'école, construire les filières. Quelles sont les grandes écoles qu'on veut pour demain
On a abordé les enjeux écologiques, mais on a aussi abordé la diversité sociale. Et c'est des sujets, je pense, qui sont très importants à souligner aussi, cette prise de conscience des étudiants qui sont vraiment une partie prenante des grandes écoles par le lien qui s'est développé avec les administrations. C'est clair que là sur le sujet que tu viens d'aborder, on voit qu'effectivement les lignes ont bougé. Alors, est-ce que c'est la raison de la pandémie ou est-ce que c'était le cours de l'histoire qui voulait ça? Mais c'est vrai que c'est notable sur tous les sujets que tu as cités. Je voudrais que juste rapidement vous abordiez en fait une question qui a été posée, un sujet qui a été posé qui dit est-ce qu'il y a des bons outils digitaux pour la vie étudiante, la vie associative? Est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce qu'il y a un partage de bonnes pratiques sur ce sujet-là? Ou bien est-ce que clairement, ce n'est pas adapté et il faut être présent, il faut que la vie étudiante, elle se fasse en présentiel? Je pense que c'est compliqué de répondre oui ou non de manière très tranchée parce que... est-ce que vous faites du partage de bonnes pratiques entre vous? Alors oui, c'est des choses qu'on essaye de faire. En tout cas, au sein des écoles d'ingé, je suppose que le BNM doit aussi peut-être pouvoir le faire. Nous, on le fait effectivement, même sur du contact après avec les associations, même sur l'écriture de livrables. Donc là, ça veut dire la réflexion qu'on se pose sur comment organiser une campagne BD en dématérialisé. C'est des questions qu'on est en train de se poser pour les écoles d'ingénieurs, en tout cas. Donc, pensez-moi à ouvrir à d'autres écoles. On essaye de le faire au maximum. Il y a des événements qui sont organisés pour faire de l'échange de bonnes pratiques sur nos événements nationaux. C'est aussi des questions qu'on essaye de mettre sur des tables rondes, des discussions. Après, c'est sûr que c'est le genre de... Enfin, c'est à un moment donné, il faut réussir à construire au-delà de cet échange. Ça veut dire prendre ce qu'il y a de bon de partout pour construire quelque chose. Et c'est là où c'est compliqué de répondre. Est-ce qu'on a à trouver des outils numériques qui sont adaptés aux associations? Alors oui, mais est-ce qu'elles le sont totalement? Non. Ça veut dire que c'est comme on voit les avis des étudiants sur le distanciel, ils sont quand même très mitigés. Ça veut dire qu'il y en a qui sont pour, il y a des points positifs au distanciel. Il y a quand même des points positifs, mais il y a aussi de nombreux points négatifs. Et la question, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que, comme l'a dit Colline, il y a des associations qui se sont bien adaptées au distanciel, qui ont fait des événements qui ont très bien marché, peut-être qui ont mieux marché en distanciel qu'en présentiel. Mais c'est réussir à trouver cet équilibre entre ce qui est bon et ce qui est trop. Et là, je pense que cet équilibre, il n'est pas géré parce qu'il est plutôt subi. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver des solutions, mais ce n'est pas forcément bénéfique, c'est juste moins pire que rien du tout. Et donc après, je ne sais pas s'il y a des exemples très concrets à donner, mais c'est sûr que les étudiants sont aussi très moteurs sur les échanges de bonnes pratiques, sur les réseaux sociaux pour trouver des idées. Mais c'est pas encore... je pense que l'équilibre, il n'est pas encore trouvé et qu'il y aura une nécessité à un moment donné de retourner en présentiel, de retrouver ce lien humain et le contact avec les autres, l'échange, parce que c'est au final ce qui nous nourrit dans un projet, c'est ce qui nous nourrit dans une équipe, c'est de pouvoir travailler avec des personnes à côté de nous et on avance beaucoup moins vite si on n'a pas cet échange-là. Merci. Colline, si je peux peut-être donner mon vas-y, François, sentiment là de DG, parce que en fait, ce que disent les représentants nos représentants des étudiants, c'est que bien sûr, on sait s'adapter, mais rien ne remplacera quand même le contact humain. De la même façon qu'ils préfèrent avoir des cours en présentiel, eh bien, ils préféreront quand même faire des manifestations, avoir des temps forts de la vie étudiante en présentiel. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la vie d'avant. Moi, je pense qu'il faut profiter aussi de cette crise sanitaire qui nous interroge sur beaucoup d'aspects pour réinventer justement le fonctionnement de nos campus et la vie étudiante, la vie de campus qui en découle. Moi, je vois une opportunité, c'est de faire aussi évoluer les traditions. Dans beaucoup de nos écoles, il y a le poids des traditions. On fait finalement une sorte de rituel en reproduisant ce qu'ont connu les promotions précédentes, sans trop se poser la question de savoir si on pourrait faire différemment. Là, on a été obligés, je pense tous, de faire autrement. Donc ça, je pense que c'est intéressant de voir dans quelle mesure ça libère aussi de l'innovation, une certaine créativité,
Il y a un deuxième axe, je pense, qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart de nos écoles sont en train de se transformer. Se transforment parce qu'on a des regroupements, des regroupements d'universités et de grandes écoles. On a une transformation de façon globale, transformation numérique, on a la diversité qu'on recherche de plus en plus, l'internationalisation, etc. Tout ça, c'est des facteurs de transformation. Et bien entendu, les étudiants veulent être au cœur de l'action, de la transformation de nos écoles. Donc, il faut bien sûr les mettre à contribution. Ça passe par des projets qui peuvent proposer, des projets qui seront assez transverses, inter-écoles. Alors, nous, on a quand même des leviers pour stimuler des projets, notamment il y a la CEVEC, et puis il y a tous les budgets vie étudiante qui sont réservés dans nos budgets de fonctionnement. Je pense qu'il faut vraiment encourager les projets qui vont dans le sens de créer des passerelles entre nos établissements, renforcer finalement la diversité, faire des actions qui sont à but d'ouverture, alors ouverture sociale, ouverture internationale, des manifestations culturelles, artistiques qui participent aussi à ces échanges. Tout ça, c'est des projets qui peuvent éventuellement s'accompagner, ça a été noté, de dispositifs numériques. Donc, on a aussi, je le vois dans mon école, des propositions pour des applications sur mobile, la création de véritables réseaux sociaux inter-écoles, des plateformes qui sont gérées par des étudiants pour les étudiants, qui organisent aussi des rencontres ludiques, sportives, hackathons, des concours, etc. Et aussi des expérimentations. Je pense que nos jeunes veulent, et là ça rejoint la remarque sur l'impact finalement de leur passage dans nos écoles en termes de démonstration de leurs convictions, par exemple en matière de développement durable, faire des véritables expérimentations sur le campus. Alors moi je vois émerger des projets de jardins éco-responsables, de nouveaux modes de transport doux, de développement de services genre épicerie locale et solidaire, des soutiens d'AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, etc. Tout ça, c'est aussi un ancrage au niveau local qui est très apprécié, notamment dans le cadre d'une politique territoriale. Ne pas oublier que nos campus font partie d'une politique plus globale d'aménagement du territoire. Et donc, cette visibilité, elle est aussi apportée par nos étudiants et je pense qu'il faut vraiment qu'on capitalise sur tout ça. Donc, bien sûr, la crise sanitaire contrarie beaucoup la vie étudiante, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir sur ce qu'on pourrait faire en faisant contre mauvaise fortune bon cœur et puis aussi en adaptant finalement nos projets à d'autres dimensions. Voilà. Une autre dimension. Okay. Je suis désolé, je vois que l'heure tourne. Puis là, en plus, tu as introduit les deux sujets qui viennent derrière. Pardon. Voilà. Excuse-moi. C'est super. Donc là, tu viens de dire qu'effectivement, on avait besoin d'avoir une vie étudiante. Puis je pense que vous êtes assez d'accord tous les trois, qui se fasse sur place. Alors, certaines écoles, je pense à Neoma Business School, qui a monté un campus virtuel. Donc, Nathalie Mesureux, qu'est-ce que c'est l'avenir pour nous? Est-ce que c'est le campus virtuel? Ou est-ce que c'est le campus physique? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment on va utiliser nos campus demain? Nathalie, on ne t'entend pas. Est-ce que tu as ton micro allumé? Merci, j'avais oublié de mettre mon micro. Je disais merci à Laurent et merci à François d'avoir introduit un sujet que j'aborderai justement dans les changements que nous avons vécus, ce que nous devons retenir et ce qui peut nous projeter dans l'avenir. La première chose, c'est que je dirais que cette fermeture de nos campus, qui a ensuite été suivie par la mise en place de l'enseignement à distance, cette fermeture, c'est un traumatisme. La fermeture d'un coup d'un seul, la suppression de l'accès à des lieux qui ont du sens pour la majorité de nos étudiants et de nos acteurs, c'est un vrai traumatisme. Et je crois que la vie étudiante, en effet, se fait beaucoup par rapport à certains espaces, à la typologie très marquée de nos écoles. L'image architecturale même de nos écoles est un vecteur très, très important. Ce que je vais faire, c'est très rapidement essayer de voir ce que la crise a modifié et surtout ce qui était peut-être déjà en transition avant que la crise l'ait modifié. Et puis, ce qui va rester, peut-être les quelques pistes sur ce qui va rester et ses effets. Ce que je voudrais dire, c'est que
parler de l'usage futur des campus, c'est parler des espaces, mais en fait, avec ce qui s'est passé, on ne peut pas parler des espaces d'usage sans parler du temps et de la mobilité qui va avec. Puisque nos campus, l'usage de nos salles, l'usage de nos campus est rythmé par l'emploi du temps des étudiants. Et cette mise à distance des enseignements a totalement bouleversé ces rythmes. On s'aperçoit aujourd'hui que tout ce qui était déjà un peu prêt dans les établissements et ce que nos écoles les plus aptes en investissement avaient réussi à faire, c'était d'organiser par l'aménagement des espaces, le nomadisme des étudiants qui devient aussi celui des enseignants et d'ailleurs des agents, hein, c'est-à-dire cette capacité des étudiants de s'installer n'importe où, de s'isoler et de se mettre en travail ou en communication à n'importe quel endroit de l'établissement. La gestion et la nécessité d'avoir plus d'espace individualisé, ça c'est vraiment je dirais le gros apprentissage de cette crise, c'est que nous allons avoir besoin de plus en plus souvent de pouvoir se buller dans des espaces où le son et la vidéo nous est accessible sans être totalement pollué par les sons extérieurs ou les autres activités. Et puis la grande remise en question des déplacements, qui est une grande remise en question finalement des emplois du temps. L'emploi du temps du cursus, c'est quand même un sujet majeur, encore plus important peut-être pour les écoles du fait de la densité en général des cursus. Ce qui me semble, c'est que l'hybride qu'on a commencé à installer avec la fin du confinement et qui nous permet d'être tantôt dans nos établissements, pour certains, notamment pour les enseignements pratiques, et tantôt derrière nos écrans, cet hybride, on est en train d'apprendre à vivre avec. Et ça n'est pas simple du tout. Et l'hybride, ça n'est pas simple en termes de locaux, comme ça n'est pas simple en termes de pratique. Alors, pour être plus en hybride, il faut que nos espaces soient plus polyvalents, il faut qu'ils aient des mobiliers différents. Et en fait, ça nous introduit l'idée d'un mix spatial, en fait, l'hybride. Je crois que on a bien vu que les enseignements par la pratique, ce que moi j'appelle, si on le voit sur toutes nos écoles, l'enseignement expérientiel, celui qui nécessite de toucher, d'être présent avec quelqu'un d'autre, voire d'avoir recours à des machines ou des équipements quels qu'ils soient. Cet enseignement expérientiel, on aura toujours besoin de le faire sur place. Et peut-être qu'en même temps, on aura aussi besoin de se buller pour les vidéos. Donc, je crois qu'on va aller vers un mix spatial qui va être le mix hybride expérientiel. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais en même temps, ce que j'observe, c'est que cette crise a changé une chose essentielle pour nous tous, pas seulement dans l'enseignement supérieur, c'est notre relation au bien-être et à l'importance des temps que l'on prend ensemble. Je pense que cette perception change le monde et va changer les comportements pour longtemps. Et donc, elle va nous obliger à mettre l'accent sur des espaces autrement aménagés. Pour moi qui connais bien, par exemple, ce que le M Business School a fait à Lyon avec l'aménagement du silex et des tentatives d'aménagement spécifiques des espaces intérieurs, ce que l'Université catholique aussi a fait à Lyon, ce que d'autres écoles ont fait sur l'aménagement d'espaces de learning un peu modernisés, je pense qu'on va avoir besoin que ça se systématise. Et que ce besoin va faire face en fait, à nos capacités d'investissement. Et je pense que c'est là où il peut y avoir un peu d'écart entre les écoles, mais surtout peut-être beaucoup d'écart entre les grandes écoles et les universités. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect peut-être de difficulté des écarts. Les espaces vont devoir être revus et aménagés. Et je crois que ce que je dis vaut pour l'intérieur des bâtiments comme pour l'extérieur. Pour ceux parmi vous qui visitez des campus à l'international, vous savez qu'il y a des campus, notamment au Québec, au Canada par exemple. Je le cite volontairement, ce sont des pays où l'hiver est froid. Mais ce sont des campus où la connexion, par exemple, où le nomadisme des étudiants sont extrêmement pris en compte, y compris dans les espaces extérieurs. Alors, une fois dit tout cela, qui renvoie à cette idée de chronotopie, hein, c'est-à-dire l'aménagement des espaces se fait en fonction du temps. Je crois vraiment que tout ça nous renverra à l'efficience espace-temps de nos enseignements. Et on a l'impression, je le sais, avec les visios, de gagner beaucoup de temps. Et en même temps, et c'est Maël, hein, je crois qu'il expliquait l'étudiant, une fois qu'il a passé sa journée derrière un écran,
On a peut-être l'impression qu'il a été efficace, mais quand il doit se remettre au travail le soir, dans sa chambre ou d'ailleurs dans un établissement, c'est très difficile. Donc, pour moi, ce qui va rester, c'est ce travail sur l'hybride et l'hybridation des lieux qui va nous forcer à réaménager nos locaux, pas forcément à disposer moins de locaux, mais à les réaménager. Et puis, sur cette efficience espace-temps, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois que c'est une opportunité pour faire plus de projets partagés entre établissements. C'est là où ce que disait François Boucher a, à mon sens, beaucoup d'importance, ce devoir que nous avons d'aller vers plus de travaux ensemble, plus de moments interdisciplinaires. Je crois que nos capacités nouvelles en hybride vont peut-être nous permettre de faire mieux. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, un enseignant peut enseigner de n'importe où et vers différents types d'étudiants dans différents établissements. Donc, je crois qu'il faut exploiter cette opportunité. Et en même temps, j'y vois un risque, cette impression d'efficience, il faut qu'on sache au service de qui la mettre. Voilà. Et c'est là où je m'arrêterai. Je dirais que l'efficience que l'on va gagner sur l'espace et le temps, si on arrive à gérer cet hybride et à réaménager nos locaux, qui pourra peut-être nous faire penser autrement la propriété des bâtiments des universités, avec plus d'en commun, plus de capacité à accueillir des enseignants d'autres établissements dans nos établissements. Bref, toute cette efficience, il ne faudra pas perdre de vue qu'il faut la garder au service de l'étudiant et de l'emploi du temps de l'étudiant, parce que je crois que dans tout ce que nous avons réussi à faire en présentiel comme en distanciel et dans tout ce qui nous reste à faire, la souffrance des étudiants actuellement vient beaucoup d'un temps face à ces obligations qui est extrêmement difficile à gérer. Donc, juste un souhait, que l'efficience que l'on va gagner par les lieux soit au bénéfice du temps d'apprentissage de l'étudiant et de sa préservation pour qu'il ait quand même des temps de bien-être. Merci Nathalie. Je pense que effectivement ce que tu viens de dire, c'est un message important. Alors pour terminer le dernier sujet avant de passer à des questions pour Sophie Coméroc. Donc on a compris qu'on allait continuer à avoir des campus physiques pour une bonne vie étudiante. Ces campus, ils sont installés sur des territoires. Est-ce que maintenant qu'on sait travailler parfaitement à distance, est-ce qu'on a toujours besoin d'interaction avec un territoire de taille raisonnable, ou est-ce que notre territoire, c'est la France entière, le monde entier? Alors, peut-être effectivement redire que nos écoles, elles sont historiquement fortement ancrées sur leur territoire. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Très attachées à ces territoires qu'elles irriguent au travers de l'ensemble de leurs activités, au développement duquel elles contribuent évidemment énormément. Fort de ce constat, c'est un petit peu ce qui nous a amené à mettre en place une nouvelle commission, la commission Grandes Écoles et Territoires, par le constat que de l'importance de cet échelon régional et de sa densification. Évidemment, la crise aujourd'hui que nous traversons, elle conforte encore plus ce travail collectif entre les écosystèmes d'un même territoire. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance, effectivement. On peut y voir des impacts négatifs. Ça éloigne les individus, ça distend les relations, ça espace aussi les occasions de se rencontrer, y compris de façon informelle. Et on a effectivement agi, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, dans une urgence réelle, alors que pour un certain nombre de sujets, on aurait eu besoin d'anticipation et de travailler sur le fond de façon anticipée. Pour autant, au moment de ce premier confinement, on a vu de façon immédiate s'instaurer une solidarité locale très forte, immédiate, une mobilisation de chacun pour le compte pour l'effort collectif, hein, et même voir ces actions se traduire par des coopérations que l'on aurait peut-être jugées improbables
dans la vie d'avant, parce que inédites ou non imaginées. Un certain nombre de ces coopérations se sont aussi appuyées sur des relations interpersonnelles. Donc il y a eu un réel mouvement de solidarité, une réelle activité centrée sur le local, hein, c'est même pas le régional, c'est le local, le territorial. C'est vrai que la question que l'on s'est posée, que l'on se pose au sein de la commission Grandes Écoles et Territoires, c'est qu'en est-il de la durée de ces relations qui se sont ponctuellement instaurées, de la façon dont elles vont se perdurer, ce qui est assez difficile à mesurer, de la façon dont on va capitaliser sur ces liens locaux, un peu nouveaux dans certains cas. Pour autant, également, on voit aujourd'hui une mobilisation très forte autour de la vie étudiante, des questions de vie étudiante, de difficultés, de la souffrance dans laquelle certains de nos étudiants se trouvent, des difficultés à la fois financières, à la fois psychologiques, enfin très diverses que nos étudiants rencontrent. Et on voit qu'aujourd'hui, certaines métropoles, par exemple, se mobilisent très très fortement en associant de façon étroite l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. Donc, on crée des coopérations de nature différente finalement, sur des champs nouveaux, à l'échelle territoriale. Et puis, il faut y voir aussi des effets, des impacts positifs à ce travail à distance. Dire que nous avons appris le télétravail. Alors, on l'a peut-être un peu appris en marchant, un peu appris sur le tas. Mais finalement, on en conserve des apprentissages, on en conserve une expérience qui va nous permettre d'augmenter ce volume ou cette possibilité que l'on offre au personnel des grandes écoles, hein, de fonctionner en mode télétravail quand le poste s'y prête, et qui apporte, quand on peut combiner à la fois du télétravail et du travail sur site, parce que ce besoin de se rencontrer et de travailler en équipe dans un même lieu est essentiel, pourrait tout à fait être très intéressant, alors que peut-être un certain nombre d'établissements étaient un petit peu sur la réserve sur cette question du télétravail. Je vais revenir aussi sur les travaux de la commission Grandes Écoles et Territoires qui s'étaient fixés deux objectifs qui étaient de mesurer l'impact de l'empreinte des écoles sur leur territoire. Et pour ça, un groupe de travail a été mis en place avec un objectif de produire un guide méthodologique que chacun pourra s'approprier pour estimer son empreinte sur son territoire. Et puis un groupe de travail qui s'attache plus au développement de cette empreinte et qui a aujourd'hui une matière tout à fait particulière, travaillant dans ce contexte de crise sanitaire. Eh bien, finalement, la feuille de route de ce groupe de travail devient un petit peu différente, mais en tout cas fortement imprégnée de cette situation. On a pu voir au sein de cette commission l'intérêt de nombreux partenaires, que sont des représentants des collectivités, comme l'Association des villes universitaires françaises, de l'Association des régions de France, qui montre bien cette volonté aujourd'hui de travailler vraiment étroitement sur les territoires, de créer des liens très forts. Et en cela, les conférences régionales des grandes écoles ont aussi un rôle à jouer, sont aussi un relais et peuvent partager des expériences spécifiques à chacune des régions. Et puis, dans les effets positifs, je pense que l'on peut aussi souligner le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche en général, mais bien particulièrement et spécifiquement des grandes écoles dans la relance économique, puisque nous portons une recherche partenariale très développée au sein des écoles et que l'on est tout à fait à même d'apporter en termes d'innovation, de recherche. Et dans cet apport, dans cette logique de relance économique, la dimension territoriale prend quand même un sens tout à fait important.
Voilà. Je terminerai pour souligner encore l'intérêt que les acteurs en région ou sur un territoire expriment de travailler ensemble au service de ce territoire, ce qui n'exclut pas évidemment qu'ils travaillent à une échelle nationale et internationale, Laurent, comme tu le dis. J'ai représenté la conférence des grandes écoles à un groupe de travail qui était porté par notre ministère, le MESRI et l'Association Région de France. Et dès la première réunion, finalement, l'ensemble des participants a convergé. Il y a eu un consensus sur le fait qu'il était nécessaire d'avoir en région une instance qui permette de se rencontrer, de partager de l'information, de se concerter, de travailler ensemble sans que cette instance n'ait un quelconque rôle décisionnaire ou d'arbitrage sur nos missions, que sont la formation, la recherche, la relation aux entreprises. Et je crois que ce consensus-là, il a quand même été aussi un petit peu poussé par le besoin aujourd'hui sur les territoires de se rencontrer et de partager et de construire pour le compte du territoire, sans évidemment oublier le rayonnement à l'international de cette région, de ce territoire, puisque dans les missions ou les objectifs qui ont été un petit peu listés pour cette instance qui reste malgré tout à définir, il y a aussi, au-delà d'assurer une représentativité de l'ensemble des parties prenantes, ce qui est essentiel, de constituer cet espace d'échange, de débat dont j'ai parlé, et bien de favoriser aussi l'attractivité internationale du territoire. On voit bien cette action multiparamètres, multicritères, qui est à la fois de soutenir un territoire et de lui assurer un rayonnement national et international. Voilà ce que je peux peut-être apporter par rapport à cette coopération qui était déjà étroite entre nos écoles et leurs écosystèmes territoriaux, mais qui trouve encore un écho particulier dans le cadre de ce contexte inédit dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Sophie, merci à vous tous. Je pense qu'on va profiter des dernières minutes là, pour répondre à des questions sur n'importe quel des sujets qu'on a traités cet après-midi, éventuellement d'autres. Donc, je vous invite à lever la main pour poser des questions à nos intervenants. Je pense qu'il n'y avait pas de questions dans la conversation. Bon, alors je vais poser une question parce que c'est mon rôle. Hein. Je voudrais, parce que Colline tout à l'heure a amené effectivement ce sujet de l'implication des étudiants. Alors pas que, donc on a beaucoup parlé de la question vie étudiante, mais la question de l'implication des étudiants dans le fonctionnement et surtout dans les évolutions de nos écoles, et en particulier sur les sujets qui les intéressent et sur lesquels ils ont des convictions, des envies. On a parlé des sujets développement durable, transition énergétique. Est-ce que les uns et les autres, là, sur les intervenants, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue sur ce sujet-là? C'est-à-dire, je repose la question, est-ce que c'était une évolution naturelle que les étudiants s'impliquent plus sur ces sujets-là en termes d'évolution de nos écoles, ou est-ce que c'est la situation qui a fait qu'ils avaient plus de temps ou que c'était plus mobilisateur, donc ils se sont embarqués? Je ne sais pas. Franck, Sophie, Nathalie, qu'est-ce que vous avez constaté chez vous? Moi, je veux bien répondre, Laurent. Ouais. Pour moi, l'accélération de l'envie des étudiants de participer à la modification des cursus pour beaucoup mieux prendre en compte les enjeux climatiques est un sujet qui était totalement en sommeil et totalement prêt à éclore avant
avant la crise Covid. Et si la crise Covid a finalement accéléré leur, pardon pour le terme, hein, activisme, je le prends très positivement, si la crise a accéléré cette volonté d'agir de leur part, c'est justement parce que je crois qu'ils considèrent que l'épidémie est peut-être aussi un peu un résultat de certains manquements collectifs. Voilà, je ne crois pas que c'est la crise en elle-même et les effets de la crise qui les ont poussés, mais que c'était vraiment un sujet en germe. Je suis administratrice de plusieurs écoles d'ingénieurs. Je l'ai vraiment vu arriver, ce mouvement, mais pas seulement, hein, également évidemment dans les écoles d'architecture. Donc, cette accélération du changement et cette volonté de participer, je crois que nous aurions dû, de toute façon, la prendre en compte, crise ou pas crise. Et je fais partie des dirigeants d'établissements qui considèrent que les signaux faibles qui viennent des étudiants sont très importants pour une seule raison, c'est parce qu'ils sont jeunes et que nous sommes plus vieux qu'eux. Et que par conséquent, je pense qu'ils entrevoient beaucoup mieux les enjeux de l'avenir que nous-mêmes. J'ai cru que tu allais dire c'est parce qu'ils sont jeunes et que nous, on est vieux. Non, tu as dit on est plus vieux. Ouais, merci. Il y a Laurent Chambaud qui a levé la main, et puis après Maëlle. Laurent, je ne sais pas si ton micro a l'air allumé, mais on ne t'entend pas. Là, il est éteint. Non, Laurent, on ne t'entend pas. Bon, je propose qu'on... Ouais. Bon, bah, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, j'ai enlevé les écouteurs, c'est peut-être ça. Juste peut-être un petit point, parce que je pense que dans toutes les écoles, cet aspect développement durable, responsabilité sociétale est un axe qui émerge depuis plusieurs années. Pour faire un peu le lien avec ce que je disais en préambule, je me demande s'il n'y a pas aussi l'importance de diffuser une culture de santé publique, et je pense, y compris en lien avec cet aspect de développement durable et de responsabilité sociétale. Je crois que de pouvoir outiller notamment les jeunes étudiants qui sont dans nos écoles sur la façon dont cette crise a émergé, de ce que ça veut dire, me semble un élément important. Et c'est aussi en lien avec un concept que nous, on promeut beaucoup, mais on n'est pas les seuls, qui est le concept de One Health, où on voit bien que ces sujets-là sont quand même très liés. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et que les jeunes étudiants pourraient beaucoup nous aider à non seulement mettre en place des actions, mais promouvoir une façon d'être vis-à-vis de notre planète. Oui, tu as raison. Je vais passer la parole à Maëlle, mais juste un truc qui date d'aujourd'hui chez moi. On a des étudiants qui font... vous savez qu'on a beaucoup d'ateliers avec des machines aux arts et métiers, donc on a des étudiants qui ont fait des projets sur calculer la production de CO2 de ces machines, et ils ont été obligés eux-mêmes d'expliquer aux profs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on calcule la production de CO2 que ça veut dire qu'on va fermer votre machine. Donc c'était marrant de les voir eux-mêmes rassurer les enseignants. Maëlle. Oui, alors c'était pour revenir un peu sur l'aspect, le lien entre les étudiants et l'implication dans les changements liés à la formation. Je voulais juste, donc je sais pas forcément, je pourrais pas forcément répondre, savoir est-ce que c'est la crise qui a permis de plus s'impliquer ou pas, mais c'était pour dire que, en fait, au-delà des enjeux de transition qu'il y a et donc d'impliquer les étudiants, c'est aussi un peu une partie de la conduite de ces changements, c'est-à-dire que en impliquant les étudiants, ça permet aussi de faire en sorte qu'ils adhèrent mieux au changement, ils les comprennent mieux et ils puissent être aussi eux-mêmes acteurs du changement. Et donc cette implication, on l'a vu se développer peut-être pendant la période de la crise sanitaire, mais c'est un enjeu de continuer à garder ça et de continuer aussi à développer ça bien au-delà. Donc la question, c'est plus qu'est-ce qu'on a appris de cette crise sanitaire et de la manière dont on a développé ce lien avec les étudiants, qu'est-ce qu'on garde et comment on fait encore plus pour améliorer encore plus la situation et les changements des formations, l'innovation pédagogique, etc. Ok, merci. Colline, tu voulais rajouter un mot?
Puis après, il y a des questions qui ont été écrites. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que c'était un sujet qui était dormant et qui allait finir par éclore, effectivement. Mais je pense que la crise a quand même été un élément déclencheur assez important pour plusieurs raisons. Déjà, comme on a pu l'aborder autour de cette table ronde plusieurs fois, il y a vraiment un lien qui s'est tissé entre les directions et les étudiants et les représentants étudiants notamment. Donc, on a été, je pense, plus écoutés que jamais. Et donc, on a aussi eu cette impression que ça y est, on pouvait jouer un rôle plus important que l'impression qu'on pouvait avoir avant. Vous parliez aussi des causes écologiques de la pandémie, et je pense qu'effectivement, c'est aussi une cause. Mais on a aussi appris quelque chose. Avant, je pense que les grandes écoles, globalement, avaient l'air de ces grandes entités qu'il était très difficile de faire évoluer, de faire changer. Et à l'échelle de notre vie étudiante, ça paraissait presque impossible de faire évoluer un cursus, de faire évoluer une filière. Mais avec le Covid et avec cette capacité d'adaptation qu'ont montré autant les établissements que les étudiants à pouvoir s'adapter en 3 semaines et pouvoir complètement changer les modèles pédagogiques, on s'est rendu compte aussi que on pouvait faire évoluer nos écoles beaucoup plus vite que l'impression qu'on avait avant. Et donc, on est écouté. Et en plus de ça, on se rend compte que les modèles peuvent évoluer à l'échelle de notre vie étudiante, à l'échelle des 3, 4, 5 ans qu'on peut passer en école. Et donc, c'est pour ça, je pense que ça a aussi éclos. Mais ce n'est pas le seul sujet, sur lequel les étudiants s'expriment, puisqu'il y a aussi la diversité sociale qui est un sujet très important. Beaucoup d'étudiants se sont exprimés, notamment sur le rapport du comité Hirsch. Et d'ailleurs, le BNEM fait une étude à ce sujet et on pourra vous partager bientôt les résultats. Il y a vraiment beaucoup de sujets sociétaux qui sont aujourd'hui au cœur des débats entre vous, qui touchent aujourd'hui les étudiants et dans lesquels ils veulent aussi avoir leur mot à dire. Merci Colline. C'est une gentille façon de dire qu'avant on n'écoutait pas et maintenant on s'est mis à écouter. Je vais profiter de la question de Sarah Piovesan là, pour changer un peu de sujet. La question, c'est avoir un petit peu votre point de vue les uns les autres là, sur la question de la mobilité virtuelle à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a vu certains étudiants assez réticents, alors en particulier quand les études étaient chères, dans l'université ou l'école qui voulait rejoindre à l'étranger. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un point de vue les uns les autres, déjà les étudiants, sur cette question-là? Est-ce que vous avez entendu parler de pratiques intéressantes, de satisfaction d'étudiants sur la mobilité 100% virtuelle? Moi, en tout cas, pardon, c'est Béatrice. Ouais. Moi, je trouve que la question est intéressante. Et à part le point de vue, j'aimerais effectivement savoir ce que c'est concrètement. C'est-à-dire typiquement, je suis étudiant, je m'inscris dans un cursus aux États-Unis et je reste chez mes parents et je fais tout en virtuel. Mais donc, il n'y a pas de faire venir des profs internationaux de temps en temps, organiser c'est pas une mobilité, mais c'est... Non, je pense que là, la question, je ne sais pas si Sarah peut préciser, j'ai l'impression que la question, c'était la question de je suis un semestre ou une année complètement virtuelle. C'était ça, Sarah? Oui, la question, c'est de partir du principe qu'on ne peut pas bouger de chez soi et que, ok, on a bien compris que c'était mieux d'aller dans un pays étranger, on est tous d'accord là-dessus. Mais donc voilà, mettons de côté ça, on ne peut pas. Donc quand on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer l'international quand on doit rester chez soi? Est-ce que la seule solution, c'est de suivre des cours en ligne chez les partenaires internationaux qui nous le proposent? Ou est-ce que certains endroits sont en train de concevoir ou ont déjà conçu des cursus, des parcours plus complets avec des échanges d'étudiants, des workshops, je ne sais quoi, moi. C'est justement ma question. Oui, exactement. C'est une très bonne question. Alors, la réponse. Moi, je veux bien donner un éclairage, Laurent. Donc, nous, on constate à l'École Polytechnique que nos élèves ont développé une stratégie depuis le début des contraintes sanitaires vis-à-vis de l'international. Donc là, je parle de la mobilité sortante. C'est en fait de reporter leur choix à l'année suivante. Alors, soit ils font des césures, soit ils font
une première… en fait, ils font un master ailleurs en se disant « je compléterai l'année prochaine parce que j'ai vraiment envie d'être en présentiel ». Et on peut les comprendre parce que même si les cours peuvent être assurés à distance, il y a quand même un enjeu. Alors, je passe sur la vie étudiante parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Mais il y a quand même un enjeu d'intégration dans une communauté, dans un véritable réseau. Demain, le réseau des anciens de telle université, de telle école. Et ça ne se fait pas à distance, en fait. Voilà. C'est quand même très compliqué. Là-dessus se rajoute quand même le coût de la scolarité, notamment vis-à-vis des États-Unis. Hein, quand on paye plusieurs dizaines de milliers de dollars une formation, ce n'est pas juste pour avoir l'équivalent des cours à distance comme avec le CNED. Donc, ça participe quand même pas mal au choix de la stratégie de report. Alors après, si on leur dit de toute façon, dans un an, ça sera pareil, je pense qu'ils évolueront. Mais aujourd'hui, c'est ça ce que je vois le plus. Quitte à faire aussi une césure. Hein. On peut faire une césure, pendant un an, on fait autre chose, et puis on se repositionne l'année d'après. Et en termes de mobilité rentrante, c'est pareil. Hein. Nos étudiants, ils nous demandent dans quelles conditions ils pourront rejoindre le campus ou pas, et ils se réservent la possibilité de dire non, de faire des no-shows à la rentrée. S'ils n'ont pas d'assurance qu'ils pourront suivre les cours en présentiel, qu'ils auront droit à finalement l'ensemble des services correspondant à leur droit de scolarité, ben, ils renoncent. Moi, c'est plutôt l'impression que j'ai. Justement, Okay, pardon, ouais. je voulais juste dire qu'avec avec vous, la CGE, le bureau de la CGE, nous, on aimerait bien à Campus France faire une étude, ne serait-ce que statistique, sur combien d'étudiants ont suivi des cours en ligne, enfin d'étudiants internationaux, hein, bien sûr, et combien l'ont suivi finalement sur les 2 semestres, et qu'est-ce qui va se passer cette année, parce que je pense qu'il y en a certainement qui ont dû commencer pensant qu'ils allaient pouvoir venir en janvier, puis effectivement, ils ne peuvent pas venir. Et donc, je comprends très bien ce que dit François, et c'est un peu l'impression qu'on a. Après, tout le monde ne peut pas s'arrêter pour recommencer, etc. Mais donc, ce serait très intéressant de savoir qu'on ait une vision plus fine de combien d'étudiants, de quelles zones, ceux qui continuent, enfin, ce qui se passe dans les inscriptions en ligne. Je pense que c'est hyper important pour l'avenir aussi. Est-ce que quelqu'un là, parmi les personnes qui sont là a eu une expérience où, comme Sarah Piovesan l'a indiqué, où est-ce qu'on a rajouté des ingrédients, c'est-à-dire sur des étudiants qui sont restés chez nous, ou éventuellement des étudiants étrangers qui ont suivi un de nos cursus à distance, où on a tenté de rajouter des ingrédients de mobilisation pour enrichir l'expérience? Bon. Sarah, ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire sur le sujet. Bon. Tamim, tu voulais ajouter des éléments là. Tu n'as pas trouvé comment lever la main. Oui, voilà, ça ne marche pas, je pense, quand on est nombreux. Non, très, très rapidement, par rapport à ce que tu disais sur le niveau d'implication des étudiants, moi, je peux témoigner de ce qu'on essaye de faire. À l'école, on a une espèce de… À l'ESIT, on a une espèce de Sénat des étudiants où siègent à la fois des représentants des associations et des représentants des délégués, mais qui a vocation en fait à élever leur regard et avoir une espèce d'analyse ou d'intervention à niveau institutionnel. Et ce dont je peux témoigner, c'est que la crise actuelle, elle a probablement évidemment accéléré une tendance existante, mais elle l'a amplifiée et à mon sens, elle a conféré une dimension beaucoup plus institutionnelle au regard des étudiants, avec une vision un peu plus globale, au-delà des interventions habituelles sur lesquelles ils étaient amenés à intervenir. Parce que probablement, la vitalité de nos écoles a été mise en doute. Hein. Il fallait quand même assurer une continuité, parce qu'ils se sont préoccupés des autres étudiants, parce qu'ils ont intégré des questions de développement durable. Et je trouve que ça, c'est un capital, ce niveau de maturité et cette dimension institutionnelle de leur regard sur nos institutions et comment les transformer, qui est tout à fait prometteur, parce que ça nous permettra effectivement d'en faire des alliés beaucoup plus avisés, plus, ouverts, et pour le coup, beaucoup plus mobilisés pour la suite. Et je trouve que ça, c'est probablement quelque chose sur lequel on pourra s'appuyer pour la suite. Et je proposais dans le chat que
les représentants des bureaux en question puissent aussi, à un moment ou à un autre, refaire remonter des propositions qui ont été travaillées, agrégées à travers effectivement leur structure qui est elle-même une structure de représentation, parce que c'est probablement le moment où on peut conjuguer leur maturité accrue par le contexte, on ne peut pas le nier, et la nôtre par l'urgence et l'accélération des phénomènes que nous vivons. Voilà, c'était en tout cas le sentiment, moi, que je vis dans l'instance qu'on a réunie 2 fois pendant cette période, et où j'ai pu mesurer ce regard à la fois beaucoup plus averti et encore une fois de dimension institutionnelle, donc liée à la vie de nos organisations, à leur modèle et à la manière dont elles peuvent effectivement le réinventer quand il y a des risques pour certains étudiants, pour certains cursus, pour la capacité d'apprentissage, pour la mobilité, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut, à l'avenir, encore travailler. Merci Tamim. Y a-t-il d'autres questions, y compris de nos amis de la presse? Peut-être pas Sarah, parce qu'elle a quand même posé beaucoup de questions toute la journée. Je ne sais pas qui est encore là. Bon, ok. Est-ce que c'est que vous ne trouvez pas la... S'il y en a qui ne trouvent pas comment lever la main et qui ont une question à poser. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas qui est J. Roquebert. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Jérôme Roquebert à l'ESEO, École d'ingénieurs à Angers. C'est plus une remarque qu'une question. En fait, on a un vrai sujet quand même par rapport à la vie étudiante et au renouvellement des équipes au sein des associations et des clubs. C'est un vrai challenge, puisque pour en discuter avec nos clubs, avec les associations et le BDE, les entités, les activités ont beaucoup de mal actuellement à trouver les futures équipes. Il y a une sorte quand même, le côté pernicieux de cette crise sanitaire, c'est qu'on peut constater quand même une sorte de repli sur eux-mêmes, et on peut les comprendre, les étudiants, parce qu'ils sont assommés. François disait tout à l'heure que d'aucuns sentaient un petit peu leur vie étudiante volée, voire leur jeunesse volée. Et donc, ils sont très loin actuellement des motivations et des préoccupations consistant à vouloir postuler à cette prise de responsabilité dans la vie associative. Et on a un rôle, à mon avis, très important à jouer pour leur indiquer que l'école est derrière eux, que c'est un outil pédagogique de créativité, d'agilité, de développement personnel très important pour la vie professionnelle et pour leur propre vie. Et on doit vraiment les soutenir parce que il faut presque aller, je dirais, au sens figuré, les chercher dans leur chambre d'étudiants pour leur faire penser à autre chose. La vie associative est quelque chose d'extraordinaire qui permet justement de ne plus penser à cette crise sanitaire et d'imaginer en termes de créativité plein de choses, de tuer cette fatalité qui n'existe pas. Et la preuve, c'est que beaucoup d'associations font des choses extraordinaires virtuellement via des plateaux télé ou autres. Et je pense que là, il faut être très, très attentif au renouvellement des équipes. Voilà, c'était plus une merci, c'était un message à passer pour François, côté commission vie étudiante, et peut-être savoir comment est-ce qu'on peut faire un travail commun avec les associations BNEI, BNEM, pour voir comment, effectivement, on peut, nous, les directions, venir en support de cette continuité de motivation étudiante, de formation, parce qu'effectivement, on l'a un petit peu tous dit, il y a un risque. Merci beaucoup. Marie-Christine Corbier? Oui. Ah, pardon. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Je ne voudrais pas interrompre. Sophie a peut-être voulu dire quelque chose. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, je l'observe aussi, cette réserve, lorsqu'il s'agit actuellement de renouveler les instances d'un établissement, d'une école. J'ai engagé un processus électoral pour renouveler mettre en place des instances, conseil d'administration, conseil des études, etc.
et la mobilisation étudiante est extrêmement faible. Il est très difficile de les... C'est un petit peu ce qui a été dit, hein. Il faut vraiment aller les chercher pour... Ce qui est très dommage parce qu'il est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup à dire, ils ont beaucoup à apporter et ils ne vont pas vers ces espaces qui sont complètement dédiés à ça. Mais c'est vrai qu'on voit que nos étudiants ont une capacité à créer des collectifs pour prendre la parole et ils ont une très faible capacité à penser que les rôles d'élus dans les instances sont là pour ça aussi. C'est assez surprenant et on a sans doute un travail collectif à faire d'information et de formation des étudiants sur cette question-là. On va prendre une dernière question de la part de Marie-Christine Corbier. Parce qu'on a déjà dépassé. Bonjour. Allez, bonjour à tous et merci de prendre ma question. Je voulais revenir sur l'internationalisation et sur la venue des étudiants en France et savoir s'il y avait des différences, par exemple entre école d'ingénieurs d'un côté et école de commerce de l'autre, sur la mobilité ou entre autres écoles, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des différences de situation liées à la provenance des étudiants qui expliqueraient par exemple que la situation serait plus difficile pour certaines écoles que pour d'autres? Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une réponse? Enfin, moi, Marie-Christine, je peux juste dire qu'on n'a pas la réponse sur la plateforme du MAE, sur Études en France. On n'a pas les, comment dire, on ne peut pas aussi finement savoir faire des recherches pour école de commerce, école d'ingénieurs, etc. Mais enfin... Quelqu'un dans la salle aurait des éléments de réponse? Oui, peut-être plutôt une intuition, Jean-Philippe Hameux de l'IESEG. Ouais. En fonction de ce qui a été dit, j'ai l'impression que les écoles d'ingénieurs recrutent un peu plus sur l'Afrique. Les écoles de management sont peut-être plus portées vers l'Asie, Amérique latine. Donc, je pense que les écoles de management ont pris de plein fouet quand même une forte chute côté asiatique. Et puis, ce n'est pas facilité par le fait que là, par exemple, pour nos visas venant d'Inde, on a des refus massifs de la part de la France, y compris pour des doubles diplômes, enfin, ce qui va à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure, où on disait on cherche à accueillir, et puis en même temps, il y a des refus de visa comme on n'a jamais vu dans le passé. Donc, quand les gens préparent un double diplôme, ils démarrent en Inde, ils viennent chez nous, je leur dis maintenant, vous restez en Inde et vous n'aurez pas votre diplôme, ce qui est quand même assez gênant. Mais globalement, j'ai l'impression que les écoles de management, enfin, nous, on a dû réorienter notre recrutement. Ça n'a pas bougé massivement, d'ailleurs, pour les recrutements en degree seeking. Beaucoup plus pour les exchanges, finalement. Les programmes d'échange, comme ça a été dit, souvent on a reporté, on arrive à peu près à s'en sortir, mais il y a une chute très forte. Pour les degree seeking, finalement, la baisse est très limitée. Bon. Je parle d'une école de... Ouais. Merci. Je parle d'une école de management. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a plus de... Mais là, le temps commence à tourner. Je ne sais pas si... on va falloir qu'on s'arrête là. Je vois que les gens commencent à se déconnecter, à partir. Je ne sais pas si Anne-Lucie, tu veux faire une petite conclusion? Oui, je veux bien. Alors très rapidement, puisqu'effectivement le temps court, moi je trouve que je ne vais pas bien sûr en faire la synthèse en 1 minute, mais on voit bien que ça a vraiment changé. Le message principal, on voit bien que ça a changé la donne, quoi. Ça a vraiment fait bouger les lignes, aussi bien sur, on a évoqué les aspects de formation, digitalisation, hybridation, innovation pédagogique, les questions de l'utilisation des espaces, le réaménagement des espaces, la problématique de l'espace-temps, des emplois du temps. On vient d'évoquer beaucoup l'implication des étudiants à la prise de conscience du rôle qu'ils peuvent jouer de façon un peu différente dans leurs établissements, que leur voix est entendue et que surtout les établissements ont la capacité à bouger. Ils l'ont montré. Alors, ce n'était pas forcément à bouger vite et de façon parfois radicale sur un certain nombre de pratiques. Bon, il y a aussi la question de l'internationalisation ou la question à laquelle on n'arrive pas tellement à répondre. L'immobilité internationale, c'est pas simple. Et c'est vrai que là, on atteint peut-être les limites du système. Et comme disait Béatrice, c'est peut-être un début, c'est pas un point d'atterrissage, quoi. Donc, moi, au titre de la CGE, je voudrais dire que
qu'on avait initié ce webinaire en se disant il faut vraiment qu'on se fasse un point comme ça de capitalisation, même si on fait de l'échange d'expérience, on continue. Hein. Au niveau des écoles de la CGM, on avait besoin de ce point de retrouvailles, hein, et puis de partage pour faire un retour d'expérience. Ce qu'on peut retirer aujourd'hui, c'est l'intérêt de continuer ça. Hein, le président de la commission com, je pense, a déjà ça dans son radar, de continuer une série de webinaires sur ce qu'on peut retirer de cette crise, comme disait Sarah Puybesan ce matin à la question, qu'est-ce qu'on en retirera de positif, hein, qu'est-ce qu'on gardera pour la suite, hein. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la conférence des grandes écoles, c'est le début en tout cas d'une série de webinaires, hein, qui va continuer tant que durera la crise et après la crise pour s'enrichir de cette crise plutôt que s'affaiblir évidemment. Voilà, donc, en tout cas, je voulais au nom de la CGE vous remercier tous pour cette participation. Vous avez été très très nombreux. Effectivement, le compteur descend, donc on va bientôt cesser de toute façon faute de combattants. Et je voulais remercier vraiment Laurent et puis toutes les personnes qui sont intervenues à cette table ronde, les dirigeants d'écoles de la CGE, mais aussi des extérieurs, les représentants des associations étudiantes, Béatrice Cayat, vous tous, hein, qui avez vraiment contribué à cet échange très riche qu'on va garder, hein, puisqu'on l'a enregistré et on va en produire un compte rendu et la substantifique moelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à tous.